Édition de l'info de 19h sur Al24 News. Toujours un vif plaisir que de vous retrouver. Sans vous faire davantage attendre, votre sommaire. À la une ce soir, 9 civils palestiniens sont tombés en martyrs dans le camp de réfugiés Al-Marazi, dont 4 enfants et une femme. 5 autres martyrs sont tombés également à Jabalia. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Selon l'OMS, l'agression de l'occupation sioniste contre l'hôpital Kamal Adwan a conduit à la mise hors service du dernier grand établissement de santé du nord de Gaza. Les Houthis revendiquent une frappe de missiles hypersoniques sur une base aérienne sioniste au sein des territoires palestiniens occupés et annoncent avoir atteint leur cible. En Algérie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a opéré un mouvement partiel dans le corps des chefs de poste diplomatiques et consulaires, et ce dans le cadre de l'optimisation de la performance de l'appareil diplomatique face aux enjeux du moment. Et enfin, dans le conflit ukrainien, le ministère de la Défense russe annonce avoir détruit 3 drones ukrainiens au-dessus de la région de Koursk et de Crimée. Terrible et effroyable, c'est ce que rapportent les Gazaouis qui viennent encore une fois de traverser une nuit d'horreur. Bombardement incessant d'une puissance sans précédent. 3 bébés sont morts de froid en 48 heures, tandis que 9 martyrs tués dans un camp de réfugiés à Al-Marazi, dont 4 enfants et une femme. Effroyable, nous le disions, et le mot est faible. Dar al-Balah pleure ses morts dû à une frappe sioniste. Des habitants pleurent leurs proches. Témoignage. Ce sont tous des civils. Ils ciblent les enfants et les maisons sans aucun avertissement préalable pour évacuer les lieux. Ce sont les civils qui meurent. Il n'y a plus d'hommes armés, mais tous des civils. Les enfants ont dormi et les innocents meurent. Il y a plus de 30 ou 40 martyrs par jour. Quand ce massacre va-t-il cesser? Nous appelons les pays arabes et islamiques à faire cesser ces massacres le plus rapidement possible et rétablir le calme dans les plus brefs délais afin que nous puissions vivre en paix et en sécurité. Jabalia, il ne reste plus rien. Ça se trouve au nord de la bande de Gaza. Jabalia et Nazla comprennent également 2 camps de réfugiés. Ceux-ci ont été également ciblés par des obus sionistes. Bilan, 5 morts. Deux Palestiniens également tués à l'ouest de la zone de Gaza et plus exactement dans le quartier d'El Rimel, tués avec des drones, entraînant d'ailleurs la mort d'une femme. Un drone a fait également une autre victime près de l'hôpital de campagne jordanien dans le quartier d'El Sabra qui se trouve au sud de la ville de Gaza. Toutes ces victimes qui viennent d'alourdir le bilan général, celui-ci est officiellement établi à 45 484 morts
et 108 090 blessés à travers les bombardements aveugles de l'armée d'occupation sioniste, et ce depuis le 7 octobre dernier. Et puis, dossier du jour concernant le génocide en Palestine en cours. L'hôpital Kamal Adwan, après avoir été bombardé longuement, incendié délibérément, une partie, et ce, depuis des mois. Cette fois, les officiers coloniaux sionistes, en plus, ont arrêté l'équipe médicale, dont le directeur de l'établissement de santé, Hussam Abou Safia. Il y a un mois, son fils fut assassiné pour rappel. Et également, l'hôpital Kamal Adwan est le dernier fonctionnel et qui se trouve dans le nord de Gaza. L'histoire tragique de l'hôpital Kamal Adwan, des malades en manque d'oxygène, des personnes dénudées avec le froid, maltraitées puis évacuées. Des témoins parlent de tirs d'obus et avoir été interrogés pendant des heures, et ce, dans le froid. Compte rendu, Souila Kilal. Ils ont vécu un cauchemar et n'auraient jamais cru pouvoir s'en sortir vivants. Ces Palestiniens étaient hospitalisés à l'hôpital Kamal Adwan au moment où les forces sionistes ont attaqué l'établissement. Comme à son habitude, la horde sioniste a fait preuve de comportements inhumains envers les patients et le personnel médical. Alors que certains ont été obligés d'évacuer l'hôpital malgré leurs graves blessures, d'autres ont été déshabillés et laissés dans le froid avant d'être interrogés durant des heures. Vers 4 heures du matin, l'armée est entrée dans l'hôpital Kamal Adwan et a demandé à tout le personnel médical, aux patients et aux personnes qui les accompagnaient de sortir dans la cour. Ils ont séparé les équipes médicales des patients. On nous a emmenés pour interrogatoire vers 15 heures. Ils nous ont déshabillés et nous ont laissés là jusqu'au coucher de soleil, sans personne pour nous aider. De temps à autre, un soldat venait nous insulter et nous cracher dessus. C'était horrible. Il tira à travers les fenêtres. Il y avait des obus d'artillerie près des portes. Nous sommes sortis à 7h30 et nous ne savions pas quoi faire ni où aller. Ils nous ont demandé de quitter Kamal Adwan et de nous diriger vers Farroukha. Pour y aller, il n'y a pas de route, juste du sable épais. Mon père devait sans cesse me sortir du sable dans lequel il est difficile de marcher avec une blessure. Depuis le mois d'octobre dernier, le nord de l'enclave palestinienne subit un siège sioniste d'une violence extrême. Déplacés et personnel médical sont depuis livrés à eux-mêmes. La défense civile avait même annoncé l'arrêt complet de ses opérations dans le nord, car prise pour cible. Mais malgré la menace qui plane, les équipes de secours ont essayé de se rapprocher au plus près de l'hôpital Kamal Adwan pour aider les blessés à évacuer la zone. Les patients qui ont été évacués ont été détenus pour interrogatoire pendant 24 heures malgré leurs blessures. L'occupation ne s'est pas souciée du fait qu'ils étaient blessés et les a laissés dehors dans le froid pendant 24 heures. Ils ont été abandonnés au rond-point de Nezlah. En tant que secouristes, nous sommes arrivés au point le plus proche, malgré les dangers, et nous avons évacué un grand nombre de patients. Ce n'est pas la première fois que l'hôpital Kamal Adwan est la cible d'attaques sionistes. Depuis le début du génocide sioniste à Gaza, l'établissement est pris dans la tourmente. Il était justement le dernier grand hôpital opérationnel dans le gouvernorat du Nord, mais il est désormais hors service, selon l'OMS. L'hôpital Kamal Adwan encore, et c'est l'OMS qui l'annonce, le dernier établissement encore fonctionnel tant bien que mal il y a quelques heures encore, est désormais hors de service à cause donc, pour ceux qui nous rejoignent, d'une frappe sioniste ayant coûté la vie de 5 membres du personnel médical au moins, dont un pédiatre. L'hôpital Kamal Adwan disparaît donc sous les yeux des Palestiniens, l'infime ombre de l'espoir, encore une fois assassiné, avec ses murs qui tombent définitivement. Après la dénonciation de l'OMS, cette fois, les vives condamnations émanent du Parlement arabe. Un personnel soignant considéré comme des cibles potentielles par l'hydre sioniste, à l'instar d'une autre corporation, celle des hommes de presse. Le nombre des journalistes tués depuis le 7 octobre
approche des 200. Veut-on leur faire payer leur mission, à savoir pointer l'objectif sur un génocide mis sous silence par la communauté internationale? Maria Chouir s'est posé la question pour vous. Il ne reste que des cendres des corps de journalistes sans vie ici devant l'hôpital Al-Aouda dans le camp de Nusayrat à Gaza. 2024, Gaza est devenue la région la plus dangereuse au monde pour les journalistes, selon le dernier bilan annuel de Reporters sans frontières. Dernier crime en date, 5 journalistes palestiniens ont péri sous les bombardements sionistes qui ont visé le véhicule du média palestinien Al-Quds Today. Les proches des victimes confirment avec une douleur intense que les martyrs étaient des journalistes connus couvrant les événements et qu'aucun d'entre eux n'était un militant. Ayman, qui rendait visite à sa femme en train d'accoucher à l'hôpital Al-Aouda, a rencontré plusieurs de ses collègues journalistes qui se trouvaient devant l'hôpital pour couvrir l'actualité. Alors qu'il allait les saluer, ils ont été directement pris pour cible par les occupants israéliens. À Gaza, les journalistes sont confrontés à des menaces sécuritaires constantes et à des conditions particulièrement dangereuses. Leur capacité à documenter les attaques sionistes dévastatrices, la famine persistante, les récits des déplacements de population et la destruction des infrastructures sont considérablement limités. Vêtu d'un gilet de presse, ce journaliste, attristé par la réalité traduite par ces images, affirme que les lieux de travail qui étaient jadis sûrs pour les journalistes palestiniens ne le sont plus. Cet endroit est connu pour la présence de véhicules de presse marqués des inscriptions TV et presse. Tout le monde sait que cette zone est réservée au tournage de reportages et à la diffusion en direct. Les colonisateurs ont délibérément visé directement l'équipe de presse. Nous avons échappé de justesse à la mort. Selon les données du syndicat de la presse palestinienne, plus de 200 journalistes et professionnels des médias palestiniens ont été tués par des attaques sionistes à Gaza depuis le début du génocide sioniste en octobre 2023, marquant la période la plus meurtrière pour les journalistes depuis que le comité a commencé à collecter des données en 1992. Cette guerre israélienne n'a pas de règles. Nous pensons que les bombardements de journalistes visent à dissimuler la vérité et nous pensons que les occupants continueront de cibler les journalistes, le personnel médical et d'autres personnes tant que le monde ne mettra pas fin à ces crimes. L'entité sioniste coloniale qui ne veut pas de témoins persiste à cibler les médias dans toute la bande de Gaza. Une tentative d'empêcher la couverture du quotidien infernal qu'endurent les Palestiniens afin de pouvoir continuer à commettre ces horreurs à huis clos, méprisant ainsi le droit international qui protège le droit des journalistes à exercer librement leur métier. Et puis en Cisjordanie occupée, ce sont 2 agriculteurs blessés suite à une attaque menée par des colons dans la ville de Siloued, à l'est de Ramallah. Ajoutons que 15 autres Palestiniens ont été arrêtés, toujours en Cisjordanie, par les forces d'occupation. Génocide à ciel ouvert en Palestine avec des crimes de guerre caractérisés. On l'a vu avec la destruction de l'hôpital Kamal Adwan. Arrestation arbitraire qui concerne les jeunes et parfois les très jeunes. L'hydre colonial continue de massacrer encore et toujours. Jamais autant l'identité palestinienne n'a été aussi menacée. On en parle justement avec un chercheur indépendant en histoire contemporaine, auteur du livre La mémoire de la Nakba en Israël, Thomas Vescovi. Bonsoir. Bonsoir, Thomas Mescovi, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir, bienvenue. Merci.
Alors, vous avez beaucoup travaillé, Thomas Vescovi, sur la mémoire de la Nakba de 1948. Est-ce que, selon vous, ce qui se passe depuis le 7 octobre s'y approche, à savoir, est-ce que c'est une forme de seconde Nakba? Ce qui est certain, c'est que ce que les Palestiniens sont en train de vivre actuellement, il n'y a dans leur histoire de comparaison que 1948. C'est-à-dire qu'il faut vraiment remonter à cette date pour voir autant de Palestiniens déplacés, sachant que là on a dépassé largement les 750 000 Palestiniens qui avaient été contraints à un exil forcé en 1948. Il faut remonter très loin dans le temps, donc 48, pour voir autant de Palestiniens être tués. Là encore, on a dépassé largement le nombre, sachant que, comme vous l'avez indiqué dans votre journal, nous avons 45 000 Palestiniens tués recensés, et on sait qu'il y a sûrement 2 à 3 fois plus de victimes encore sous les décombres ou qui n'ont pas pu être justement recensées. On a énuméré les souffrances des Razaouis en particulier, mais des Palestiniens en général. Vous posez la question sur la volonté dernière des officiels sionistes de sceller définitivement la question palestinienne, en un mot, en finir avec l'identité palestinienne. Au vu de ce qui se passe depuis le 7 octobre, parlez-nous franchement, comment voyez-vous l'avenir des Palestiniens? Il faut comprendre à quel point est-ce que pour la droite israélienne, notamment Benjamin Netanyahou, mais d'autres avant lui aussi, leur objectif a toujours été de sceller définitivement la question palestinienne, la solder, en la faisant disparaître. L'idée, c'était de s'assurer que sur le plan international, on ne parle plus des Palestiniens, et il faut reconnaître qu'ils avaient en partie réussi. Puisque en tout cas en Occident et au sein de différents pays arabes, la question palestinienne était devenue secondaire. On a vu par exemple que les États-Unis avaient transféré sous Donald Trump leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. On a vu que l'UNRWA, qui est l'agence onusienne qui s'occupe des réfugiés palestiniens, connaît une crise budgétaire importante. Et il faut mesurer ce que veut dire ces deux éléments. La question palestinienne, l'enjeu pour le peuple palestinien, c'est d'assurer l'obtention d'un État avec notamment Jérusalem comme capitale. Or, si Jérusalem n'est plus soutenue internationalement comme étant une ville qui doit être partagée pour être la capitale de deux États, eh bien la question palestinienne évidemment perd en crédit dans ses revendications. Et la question des réfugiés est aussi importante, puisqu'il faut savoir que 50% des Palestiniens sont des réfugiés. C'est un peuple qui est constitué quasi majoritairement de réfugiés. Donc, si on arrête de financer l'agence onusienne qui permet aux réfugiés palestiniens de subvenir à leurs besoins et d'exister, eh bien, quelque part, on ruine complètement la destinée palestinienne de pouvoir avoir un État souverain et indépendant. Et donc, lorsqu'il y a eu cet octobre 2023, eh bien, effectivement, Netanyahou a utilisé cet acte pour pouvoir aller jusqu'au bout d'un process qui est, bien, puisque les Palestiniens ne disparaissent pas de manière claire, parce que là ils ont fait leur retour, disons, sur la scène internationale, eh bien on va tout faire pour empêcher, quoi qu'il arrive, l'existence d'État palestinien, en s'attaquant notamment à un des deux territoires, qui est la bande de Gaza, qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, est devenue une zone quasiment invivable, puisqu'il y a quasi plus de 60% du territoire qui a été détruit, l'eau n'est plus potable du tout, et on se demande comment est-ce que, à court terme, les populations palestiniennes de Gaza pourront demeurer dans ce territoire de la bande de Gaza. Et en Cisjordanie, l'autre territoire qui est censé devenir État de Palestine, eh bien, vous l'avez également évoqué, il y a une colonisation à marche forcée, un processus d'annexion. Donc quand on met tout ça bout à bout, si vous voulez, on comprend à quel point est-ce que du point de vue du gouvernement israélien, il est évident actuellement que leur objectif principal est de faire disparaître complètement la question palestinienne, ou du moins de la rendre littéralement insoluble, dans le sens où l'idée même d'État palestinien ne puisse plus voir le jour, puisqu'elle n'est plus praticable. Et compte tenu, vous avez énuméré bien entendu la tragédie palestinienne, notamment à Gaza, mais au sein des territoires occupés. Mais qu'en est-il du cessez-le-feu? Est-ce qu'il est toujours d'actualité, Thomas Vescovi? En fait, de manière pratique et en termes diplomatiques, les deux acteurs que sont d'un côté le Hamas, qui négocie en représentant de toutes les factions palestiniennes présentes dans la bande de Gaza, et de l'autre côté le gouvernement israélien,
ils ne peuvent pas s'arrêter de négocier puisque la diplomatie est faite de sorte qu'il y a des cycles de négociation qui ont lieu, hébergés notamment par l'Égypte principalement, avec également la présence du Qatar et des États-Unis. Et donc, on a des cycles de négociation. Sauf que, ce que j'ai essayé d'expliquer dans plusieurs articles, c'est qu'aujourd'hui, on a deux acteurs qui ont des volontés qui sont complètement opposées, antagoniques. C'est-à-dire que, par le passé, on a eu parfois des accords qui ont été scellés dans la bande de Gaza entre le Hamas et le gouvernement israélien, y compris à l'époque de Netanyahou, parce qu'il y avait, si vous voulez, des aménagements à faire dans différents points. Là, on a clairement d'un côté Netanyahou qui veut faire croire à sa population qu'il peut faire disparaître le Hamas, et donc dans ce cas-là, tout accord qui impliquerait le maintien du Hamas dans la bande de Gaza est impossible d'être accepté par Netanyahou. Et en même temps, du côté palestinien, il est clair que dans la bande de Gaza, il n'y a que le Hamas aujourd'hui qui est capable d'avoir une espèce d'autorité ou en tout cas de souveraineté. On ne peut pas imaginer, en fait, si vous voulez, une bande de Gaza administrée sans la présence du Hamas, puisque c'est une organisation qui a été présente depuis plus de 15 ans en termes de domination dans ce territoire-là. Et donc, vous voyez bien à quel point est-ce que ils arrivent à se mettre d'accord en pratique sur quelques points, par exemple libération d'otages contre prisonniers palestiniens, également par rapport à l'aide humanitaire, mais quand il s'agit d'aller sur le fond du sujet, c'est-à-dire l'avenir de la bande de Gaza, les conditions pour le cessez-le-feu, eh bien ça bloque. Ça bloque, par exemple, le Hamas demande à ce que la totalité des soldats israéliens quittent la bande de Gaza, qui se retire complètement. Du point de vue israélien, et notamment de Netanyahou, c'est une proposition qui est pour l'instant inentendable, tant que précisément le Hamas continue d'être présent dans la bande de Gaza. Il faut mentionner quand même un point important. À l'heure où on se parle aujourd'hui, vous avez quasi 20% de la bande de Gaza qui est occupée par l'armée israélienne. C'est-à-dire que quand on parle d'occupation, c'est ils ont construit des routes, des bases, ils se sont installés et on peut craindre évidemment qu'à terme, cette installation soit en fait l'avant-garde d'un processus de colonisation qui pourrait avoir lieu. Pour l'instant, c'est minoritaire côté israélien, il faut le rappeler, mais on peut tout à fait s'inquiéter quand on voit que Netanyahou ne s'empresse pas de signer un accord de cessez-le-feu. On parle des otages d'un côté, mais on oublie également les 15 000 otages palestiniens qui sont détenus actuellement avec un vide juridique. Thomas Vescovi. Alors, dernière question. On va parler de solidarité internationale. Hier, une marche a eu lieu pour dénoncer le génocide en Palestine qui s'est organisé en Suède. Même chose à Toronto, sans oublier la marche. Il y a une semaine, c'était à Chicago. L'Espagne a annoncé qu'elle fournirait 75 millions d'euros d'aide à la Palestine. On a vu par exemple des trains en Italie aux couleurs de la Palestine en guise de solidarité. En Nouvelle-Zélande, même son de cloche, en tout cas même manifestation. À Brighton, en Angleterre, des maisons arborant le drapeau palestinien ont également fait florès. Les fans du club de foot de Liverpool ont aussi donné de la voix pour dénoncer la situation du génocide en Palestine. La Norvège a durci également le ton et demande à la FIFA d'exclure l'entité sioniste de toutes les compétitions. Alors Thomas, il y a trois catégories de personnes, semble-t-il, face au génocide. Ceux qui le taisent, ceux qui le commentent et ceux qui font tout pour l'empêcher. Voyez-vous un sort probable similaire à l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid concernant l'hydre sioniste? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera ma dernière question. Concrètement, moins l'État de Palestine existe en pratique sur le terrain, par rapport à tout ce que j'ai énuméré précédemment, et paradoxalement, plus il existe au niveau international. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui de plus en plus d'États dans le monde qui ont reconnu l'État de Palestine. Vous avez une présence de l'État de Palestine dans quasiment toutes les instances internationales, et on a vu à quel point est-ce que ça a été important, notamment pour déposer plainte contre Israël à la Cour internationale de justice, ou pour demander un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou à la Cour pénale internationale. Donc c'est important de préciser à quel point est-ce qu'il y a une solidarité pour la Palestine qui se manifeste aux quatre coins du monde. Et ça, c'est indéniable. Les derniers votes à l'Assemblée générale des Nations unies montrent que vous avez de 120 à 130 États dans le monde qui demandent la création d'un État palestinien, la fin de l'occupation israélienne. Donc l'État d'Israël, évidemment, aujourd'hui est complètement isolé sur la scène internationale. Ceci étant dit, il faut reconnaître qu'on a plus de 400 jours d'une guerre dans la bande de Gaza dont le caractère génocidaire ne fait quasiment plus aucun doute aujourd'hui, et pour autant, on ne voit pas vraiment de sanctions être appliquées.
on ne voit pas les principaux soutiens à l'État d'Israël, que sont notamment les États-Unis ou en Europe, on pense à des pays comme l'Allemagne par exemple, eh bien être en capacité d'arrêter ce soutien-là et d'aller vers une autre politique. Et donc, vous l'avez tout à fait expliqué, on se dirige, à mon sens aujourd'hui, vers une radicalisation en Israël dont la seule réponse probable, en tout cas au niveau international, c'est la création évidemment de campagnes, comme on avait vu avec l'Afrique du Sud de l'apartheid, d'une solidarité internationale pour le peuple palestinien qui doit redoubler pour soutenir évidemment le droit de ce peuple à exercer ses droits, et enfin pour assurer que l'État d'Israël, dans cette politique qui est menée, soit de plus en plus isolé, condamné et évidemment sanctionné. Alors rapidement, Thomas, j'avais dit que c'était ma dernière question, mais rapidement une indication. Comment vous voyez l'année 2025 concernant la Palestine et le Liban? Tout va dépendre en réalité de ce qui se passera, je pense d'abord à la Maison-Blanche lors de l'intronisation de Donald Trump. Trump avait promis qu'il y aurait potentiellement un accord qui serait scellé avant son entrée à la Maison-Blanche. Pour l'instant, c'est encore en suspens. Ce qui est certain en tout cas, c'est que la population palestinienne de Gaza aura besoin d'une solidarité fondamentale, déterminante. Il y aura un processus de justice qui va, à mon avis, s'amplifier. Je crois vraiment. On a vu ces dernières semaines à quel point est-ce que de nombreuses ONG à travers le monde, on pense à Human Rights Watch, on pense à Amnesty International, ont redoublé d'efforts pour faire entendre via des rapports à quel point ce qui se passait dans la bande de Gaza a un caractère clairement génocidaire. Donc je crois que du point de vue du droit international, ça va s'amplifier, je pense, fortement. Et puis, eh bien, naturellement, ça va être une question de rapport de force. D'abord, côté palestinien, on a beaucoup d'indications qui montrent une volonté des factions palestiniennes de s'unir, parce que je crois qu'il n'y a que dans leur unité qu'ils pourront faire entendre la voix d'un avenir et d'un destin palestinien, y compris dans la bande de Gaza. Et ce rapport de force-là, pour qu'il soit évidemment important, il faut que les Palestiniens bénéficient aussi d'une solidarité par rapport aux pays de la région, parce que pour le moment, vous l'avez expliqué, hein, mais on a malheureusement des faiblesses en termes de soutien international, et notamment dans le monde arabe, de voix qui sont trop éparses, qui sont trop divisées, là où, au contraire, il y a besoin d'une unité très claire de soutien à la Palestine et aux droits des Palestiniens qui devront être, de toute façon, mobilisés tout au long de l'année 2025 si on veut espérer que ces images cessent et qu'un autre avenir soit possible. Et l'ONU, dans tout ça, vous n'avez pas parlé trop de l'ONU, Thomas Vescovi, vous avez parlé peut-être d'un manque de cohérence, en tout cas d'entraide des nations arabes, en tout cas même du monde occidental, mais vous n'avez pas trop insisté sur l'ONU. En fait, les Nations Unies, c'est le rapport de force international. C'est-à-dire, moi, qu'à l'ONU, en fait, on voit simplement s'exercer ce que j'expliquais là, les divisions qu'on a vu s'exercer. À l'ONU, il y a deux espaces importants. Le premier, c'est l'Assemblée générale, et j'expliquais précédemment que l'Assemblée générale des Nations Unies a, cette année, à 4 reprises, voté massivement en défense des droits des Palestiniens. Ça, il n'y a aucun doute sur ça. Et à l'inverse, on voit à quel point est-ce que dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, eh bien, les États-Unis, systématiquement, tout au long de l'année 2024, ont mis un veto à ce que des sanctions soient prises, des condamnations soient faites contre la politique israélienne menée dans la bande de Gaza. Et là, encore une fois, ça montre à quel point est-ce que le rapport de force doit s'amplifier en faveur des Palestiniens, en défense de leurs droits, aux Nations Unies évidemment, mais aussi par le biais d'autres organismes qui soient en Occident ou dans le monde arabe ou ailleurs, puisque on n'a pas non plus parlé du fait que depuis 400 jours maintenant, les principaux États qui s'engagent véritablement aux côtés des Palestiniens, outre ceux potentiellement du monde arabe, on pense à l'Afrique du Sud, on pense à des pays également d'Amérique du Sud qui montrent à quel point est-ce que la solidarité palestinienne n'est pas une question arabe ou musulmane, c'est une question de droits de l'homme et qui s'exprime dans le monde entier par des États qui souhaitent absolument démontrer que le droit international doit s'appliquer partout de la même manière. Et c'est entendu. Merci Thomas Vescovi, ça sera votre conclusion. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes, je le rappelle, historien et chercheur, et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Tout de suite, dans le reste de l'actualité.
La région du Mashraq, on en parle encore. Le Yémen, les Houthis revendiquent une frappe de missiles sur une base aérienne sioniste. Les forces de missiles des forces armées yéménites, avec l'aide de Dieu, ont ciblé la base aérienne de Nevatim appartenant à l'ennemi israélien dans la région du Negev, au sud de la Palestine occupée, en utilisant un missile balistique hypersonique de type Palestine 2. Le missile a atteint sa cible avec succès par la grâce de Dieu. Les forces armées saluent avec fierté et honneur l'immense mobilisation populaire à Sanaa et dans diverses provinces et districts en soutien au peuple palestinien. Elles assurent à tout le grand peuple yéménite qu'elles continueront à remplir leurs devoirs religieux, moraux et humanitaires en poursuivant les opérations militaires contre l'ennemi israélien jusqu'à ce que l'agression contre Gaza soit arrêtée et le blocus levé. Yémen toujours, l'aéroport de la capitale Sanaa reprend ses activités après avoir été touché par des frappes sionistes il y a quelques jours. Des frappes qui ont d'ailleurs failli tuer des employés de l'ONU et surtout le directeur de l'OMS, on le rappelle. Jeudi à 16h, Israël, avec le soutien des États-Unis, a lancé une attaque directe contre l'aéroport. À ce moment-là, un avion venait d'atterrir, tandis qu'un vol international et un vol des Nations Unies se préparaient à décoller. La tour de contrôle, le terminal et les équipements de navigation étaient les cibles spécifiques des attaques israéliennes. Il y avait beaucoup de passagers dans le salon de l'aéroport. L'aéroport a élaboré des plans de secours pour les équipements et les bâtiments, garantissant que nous disposons de mesures d'intervention en cas de catastrophe. Même si le terminal est endommagé, nous pouvons continuer à assurer les vols et à maintenir les capacités opérationnelles de l'aéroport. Des frappes sionistes au Yémen sont particulièrement alarmantes et pourraient avoir des conséquences dévastatrices pour l'ensemble de la région, ont déclaré les émissaires onusiens sur place. On écoute. Les frappes aériennes d'il y a quelques jours qui ont détruit les 2 remorqueurs ont réduit la capacité du port à 50%. Nous ne savons pas encore combien de temps durera cette réduction de capacité et nous devons encore faire une analyse approfondie de l'impact des frappes aériennes d'hier. Nous continuons donc à recueillir des informations et à essayer de comprendre cela. On clôt notre chapitre concernant le Mashraq pour parler du continent africain et c'est maintenant. Et on commence les nouvelles continentales avec des informations de chez nous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel des chefs de poste diplomatiques et consulaires conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution. D'après un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le mouvement a touché 28 ambassadeurs, 6 consuls généraux et 5 consuls, précise la même source. Les nominations entreront en vigueur une fois que les procédures protocolaires requises seront accomplies, selon le ministère algérien des Affaires étrangères. Sahara occidentale, la 4e édition du Forum social sahraoui de solidarité se tient depuis vendredi au camp de réfugiés sahraouis d'Essaouira. Dans une allocution prononcée lors des travaux, le Premier ministre sahraoui Bouchraya Hamoudi Bayoun affirme que la participation de la délégation de jeunes Algériens au Forum social sahraoui de solidarité reflète la position constante de la nation et du peuple algérien. Pour sa part, le secrétaire général de l'Organisation de la Voix nationale des étudiants algériens, Abdellatif Barta, a souligné que la participation de la délégation algérienne traduit la solidarité avec le peuple sahraoui frère dans sa lutte pour la liberté et l'indépendance. Au Maroc, ils sont des milliers à donner de la voix, dénonçant la guerre génocidaire sioniste
contre la bande de Gaza qui dure depuis plus de 14 mois. Également, on demande ici l'abolition de la normalisation signée entre le Marzen et l'hydre sioniste. Les manifestations de solidarité qui portaient le slogan Gaza et la plaie qui saigne, organisées après la prière du vendredi, et ce pour la 64e semaine consécutive à travers plusieurs villes. Les manifestants ont demandé la fermeture immédiate du bureau de liaison sioniste entre la capitale Rabat et l'entité sioniste. Au Soudan, les populations ne cessent de s'affaiblir avec la rareté de l'accès à la nourriture, et ce, depuis des mois et des mois. Le PAM tente pourtant d'assurer l'aide alimentaire vers les régions les plus affamées et les plus difficiles d'accès. Une livraison d'aide de l'ONU est arrivée d'ailleurs dans la journée à Khartoum, la capitale, pour la première fois depuis le début de la guerre. Le deuxième rapport du comité d'examen de la famine est alarmant. Il désigne le risque de faim dans au moins 5 régions du pays. Autre pays, le Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile son projet politique de rupture, fermeture de bases militaires étrangères, réforme majeure concernant le franc CFA, marquant ainsi une volonté de renforcer la souveraineté économique et stratégique du pays. Le peuple sénégalais a voté de façon nette et massive pour le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Pour bâtir ce Sénégal du projet, il est impératif d'opérer une rupture d'une profondeur et d'une portée jamais vue dans notre pays. Jamais vue depuis notre accession à l'indépendance il y a 60 ans. En bref, Burkina Faso, ils avaient fui les violences à cause des bandes armées dans la région du Sahel. S'abritant dans des refuges précaires, ils reviennent après des mois de calvaire. En effet, plus d'1 million de déplacés internes sont retournés dans leur localité d'origine, d'après le Premier ministre. Je voudrais souligner que la lutte contre le terrorisme que nous menons se fait dans le strict respect des droits humains et du droit international humanitaire. Les efforts du gouvernement, de l'ensemble de ses partenaires et la bravoure des combattants ont permis le retour de plus d'1 million de personnes déplacées internes. Dans ce sens, mon gouvernement renforcera son soutien au retour et à la réinstallation des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine, en apportant un appui en logement, en vivres et en moyens de reconstruction. Il renforcera également le soutien aux personnes déplacées internes et à leurs hôtes pour la réalisation d'activités génératrices de revenus à travers la mise en place de micro-projets ainsi que l'accompagnement en matériel de production, de transformation et de conservation. Somalie, le Conseil de sécurité autorise la création de la nouvelle mission de paix qui prévoit la première mise en œuvre d'une opération africaine de paix selon les modalités de la résolution 2719. La résolution d'aujourd'hui représente un jalon d'importance pour la Somalie afin de consolider l'État et la stabilité. Nous sommes certains que le déploiement de la mission de l'Union africaine pour l'appui et la stabilisation en Somalie, l'AESOM, représentera une valeur ajoutée très claire en matière de sécurité et permettra d'offrir un soutien essentiel dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement fédéral de la Somalie. L'AESOM est le premier test pour la communauté internationale concernant sa volonté d'appuyer l'Union africaine pour que l'UA puisse faire face à ces enjeux sécuritaires. Ainsi, nous avons été animés d'un état d'esprit axé sur le
compromis lors des négociations pour parvenir à des résultats acceptables et justes pour nous toutes et tous. La Chine, à son tour, a affiché son soutien à l'Union africaine et le gouvernement somalien dans l'élaboration d'un plan de transition pour la nouvelle mission de maintien de la paix au sein de ce pays. Cela démontre pleinement la détermination du Conseil de sécurité de l'ONU à aider la Somalie à parvenir à une paix durable. La Chine a voté en faveur de la résolution. La Chine soutient l'Union africaine et le gouvernement somalien dans l'élaboration d'un plan de transition pour la nouvelle mission de maintien de la paix et espère que toutes les parties continueront à travailler ensemble dans la prochaine étape pour transférer le travail des deux missions, éviter un vide sécuritaire et consolider les acquis durement acquis dans la lutte contre le terrorisme. La Chine est également disposée à apporter sa propre contribution à la sécurité et à la stabilité de la Somalie. Tourisme chez nos voisins tunisiens, le pays en passe de dépasser les 10 millions de visiteurs en 2024 avec une augmentation notable des arrivées algériens. 93 000 visiteurs dans la première moitié de décembre 2024, soit une hausse de 30% par rapport à l'année précédente, ce qui donne depuis le début de l'année 1,2 million de touristes algériens qui auraient franchi la frontière pour se rendre à Carthage. Mayotte, 15 jours après la catastrophe climatique, le sous-investissement dans l'archipel de plus en plus béant est critiqué. Les habitants sur place estiment être abandonnés et réclament aux autorités de Paris des actions concrètes. On ne parle pas de marche, d'accord. On va discuter parce que déjà, dans un premier temps, c'est de lui dire que les aides annoncées par rapport aux secouristes, au secours, est insuffisant. Sur le terrain, on ne les voit pas. Certes, il y en a qui sont là, mais ce n'est pas suffisant du tout par rapport au sinistre, par rapport au chaos qu'on vit. Et ça fait déjà 13 jours. On est toujours là à courir derrière une bouteille d'eau, à courir derrière la nourriture. Donc c'est assez éreintant et fatigant. Dans le reste de l'actualité, conflit en Ukraine, plusieurs soldats nord-coréens blessés seraient morts après avoir été faits prisonniers, d'après le président Volodymyr Zelensky, accusant la Russie d'avoir offert à ses soldats une protection minimale. Aujourd'hui, des informations ont fait état de la présence de plusieurs soldats nord-coréens. Nos soldats ont réussi à les capturer, mais ils étaient très grièvement blessés et n'ont pas pu être sauvés. C'est l'une des manifestations de la folie dont sont capables les dictatures. Le peuple coréen ne doit pas perdre son peuple dans les batailles en Europe. Toujours sur le même sujet, les systèmes de défense aérienne russes ont détruit 3 drones ukrainiens au-dessus de la région de Koursk et de la République de Crimée en 2 heures. D'après le ministère russe de la Défense, l'attaque a été repoussée le 28 décembre de 11h à 13h, heure de Moscou. Les forces armées ukrainiennes perderaient chaque jour plus de 250 militaires, notamment au sein de la région de Koursk. D'après le ministère russe de la Défense, en tout depuis le début du conflit en question, la région de Koursk, les forces armées ukrainiennes auraient perdu en son sein plus de 44 820 militaires, dont 259 chars et 332 pièces d'artillerie. En bref, et justement, à quand la fin du conflit ukrainien, russo-ukrainien? Moscou se dit prête à faire la paix, mais pas à n'importe quelles conditions, notamment concernant la question du statut de la Crimée. En tout cas, la partie russe désigne un large éventail de pays pour accueillir des négociations autour d'une plausible solution entourant le conflit, ce conflit qui dure depuis maintenant presque 2 ans.
Le président kazakh Kassym-Jomart Tougayev est lors d'un point de presse consacré au crash de l'avion d'Azerbaïdjan Airlines près de l'aéroport d'Aktou a déclaré qu'il était essentiel d'empêcher la diffusion d'informations trompeuses et de provocations concernant l'incident. Le président kazakh a demandé au parquet général et à la commission gouvernementale de mener une enquête impartiale sur le crash de l'avion en question. Rappelons que le 25 décembre, l'appareil d'Azerbaïdjan Airlines en route de Bakou à Grozny s'est écrasé près de la ville kazakh d'Aktou. L'appareil transportait 67 personnes, dont 62 passagers, principalement des citoyens azerbaïdjanais, ainsi que des ressortissants russes, kazakhs et kirghizes, et 5 membres d'équipage. 38 personnes, dont 7 Russes, ont été tuées, tandis que 29 ont survécu. On se déplace au Royaume-Uni. Il est toujours question également d'aéronautique, des avions cloués au sol à cause du brouillard, les restrictions du trafic aérien affectant plusieurs grands aéroports britanniques depuis vendredi en raison des conditions climatiques se sont poursuivies encore aujourd'hui, a indiqué le service de contrôle aérien britannique. Les aéroports de Gatwick à Londres et Manchester, les 2e et 3e aéroports les plus fréquentés du pays, font partie des plus touchés par ces perturbations. Selon les prévisionnistes, les conditions pourraient s'améliorer plus tard dans la soirée. Aux États-Unis, en image, un homme battu à mort dans une prison de New York. C'est les images qu'il rapporte, les images de caméras de surveillance, où on y voit plusieurs agents pénitentiaires le rouer de coups alors qu'il était menotté, frappé à la poitrine avec une chaussure, puis soulevé par le cou et laissé tomber, selon les images de la caméra corporelle publiées vendredi par le procureur général de l'État. 13 agents pénitentiaires et une infirmière sont impliqués dans cette attaque. Today, my office is releasing video. Aujourd'hui, mon bureau publie une vidéo de l'enquête sur la mort de Robert Brooks. Brooks avait été incarcéré au centre correctionnel de Mohawk et avait été transféré au centre correctionnel de Marcy le 9 décembre. Au cours de l'incident, il était menotté, les mains derrière le dos. Dans le cadre de l'enquête, mon bureau a obtenu des images vidéo des caméras corporelles que portaient 4 des agents pénitentiaires au moment de l'incident. Les 4 agents avaient allumé leurs caméras corporelles mais ne les avaient pas activées, de sorte que leurs caméras enregistraient des vidéos en mode veille sans enregistrer de sang. Mon équipe a rencontré la famille de Brooks plus tôt cette semaine et ils ont visionné les images. Ces vidéos sont choquantes et dérangeantes et je conseille à tous de prendre les précautions appropriées avant de choisir de les regarder. L'Afghanistan a fermement condamné le viol de sa souveraineté territoriale par le Pakistan suite à la série de frappes aériennes sur sa province orientale de Paktika, mardi soir, affirmant qu'au moins 51 personnes ont été tuées dans ces attaques, principalement des femmes et des enfants. Les frappes aériennes ont touché 4 localités dans plusieurs villages du district de Barmal, dans la province de Paktika. À Mohra, l'un des villages bombardés par l'aviation pakistanaise, au moins 6 maisons ont été détruites et 18 personnes ont été tuées sur le coup. Les victimes, dont des femmes et des enfants, sont tragiques et déchirantes. C'est un acte odieux. En observant la zone, on peut clairement voir qu'il n'y a pas de terroristes, ni de membres du TTP, seulement des civils qui sont soit des Afghans, soit des réfugiés dévastés, qui vivent ici dans la famine. Il était 21h15 lorsque des drones sont apparus pour la première fois, suivis par des avions de chasse dans la zone. Les drones ont identifié les cibles, puis les avions de chasse ont commencé à bombarder les maisons. Voici un fragment d'une bombe qui a détruit ces maisons.
Je n'étais pas à la maison cette nuit-là. J'ai perdu 15 membres de ma famille dans cette maison. Mon père, un frère, 3 neveux, 2 nièces, ma mère et 2 sœurs, tous disparus. Et puis des Indiens ont rendu un dernier hommage samedi à New Delhi à l'ancien Premier ministre Manmohan Singh, connu pour ses réformes économiques ayant fait du pays une puissance mondiale, décédé jeudi à l'âge de 92 ans. Manmohan Singh, qui a dirigé l'Inde de 2004 à 2014, est salué pour avoir supervisé au cours de son premier mandat un boom économique au sein du pays, aujourd'hui 3e plus grande économie d'Asie. Il a également scellé un accord nucléaire historique avec les États-Unis qui, selon lui, devait aider l'Inde à répondre à ses besoins énergétiques croissants. Aujourd'hui, nous avons perdu un grand dirigeant de la nation. Le pays tout entier verse des larmes pour lui. La perte d'un tel Premier ministre laisse un grand vide dans notre pays. Je voudrais demander à Modi pourquoi un si grand économiste n'a pas reçu ne serait-ce que 2 mètres de terrain pour son lieu de repos. Lorsque l'économie de notre pays était en très mauvais état, Manmohan Singh a largement contribué à la stabiliser. À ce jour, aucun Premier ministre n'a fait ce que Manmohan Singh a fait pour nous. Dernier sujet du jour en images, la Corée du Sud, après avoir été traversée d'une crise économique historique, ils sont encore des centaines de personnes à faire entendre leur colère contre le président destitué. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et tout de suite, la météo, l'information continue sur Al 24 News.